8h13, la grande interview CNews Europe 1 ce matin avec Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Romain Desarbres. Merci beaucoup d'être avec nous. On ne vous présente pas, journaliste, écrivain, auteur de Voyage dans la France d'avant aux éditions Gallimard et auteur de La France est-elle un pays communiste ? Les deux sont d'actualité. Réponse oui aux éditions Plomb. Et on va balayer l'actualité évidemment, Franz-Olivier Gisbert, et on va commencer par cette actualité dramatique, Liana, qui sera inhumée cet après-midi. Les Français pleurent une petite fille de 11 ans. Le suspect numéro 1 du meurtre était dans la nature, malgré de nombreux voyants qui étaient au rouge. Quel est votre regard, Franz-Olivier Gisbert, sur ce drame ? Je dirais que c'est une sorte de catharsis, c'est-à-dire que je ne dis pas que les Français ont brusquement tous ouvert les yeux, mais ils communient dans un moment très étrange où ils se disent... il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est très simple d'ailleurs, quand vous regardez bien. Nous subissons des finances publiques incontrôlées. Nous les subissons. Affaissement. Nous subissons immigration incontrôlée. Les seuls en Europe, maintenant, ça va bientôt être ça. Enfin, c'est lamentable. Affaissement. Nous subissons affaissement de l'autorité. Crise de l'autorité, c'est absolument évident. 28 000 refus d'obtempérer, c'est quand même un truc de fou. Ça n'existe nulle part au monde. Donc, affaissement. Le résultat provoque un affaissement absolument général. Et je dirais ça, c'est presque, c'est le truc en plus, et qui crée forcément un sentiment de dégoût, de révolte. Moi, ce qui m'a frappé énormément, c'est que vous avez eu 60 000 personnes qui sont allées manifester spontanément, ce qui montre un niveau de colère rarement égalé. Alors, je sais, on va dire, la justice manque de moyens. Et c'est vrai qu'elle manque de moyens, ça, je crois qu'il faut le dire, parce que les Français ne dépensent pas beaucoup pour la justice. C'est 77 € par habitant en France, c'est 136 en Allemagne, 138 dans les Pays-Bas, et même nos amis italiens, ils font beaucoup mieux, ils font 100 € par habitant. Donc nous sommes très loin du compte. Mais donc ça, c'est vraiment un souci. Mais même si beaucoup de progrès ont été faits sous la présidence de Macron, il faut au moins lui reconnaître ça. Mais vous voyez très bien que ça montre le mal français est devenu... vous savez, tout ça va aussi avec les trains qui n'arrivent plus à l'heure. Enfin, il y a un côté à laisser aller absolument général que l'on sent, que les Français sentent, et sur un sujet comme ça, qui est effrayant. Enfin, il n'y a pas d'excuse. Et d'ailleurs, là-dessus, quand on a écouté Gérald Darmanin, on voit bien que... Enfin, il n'y a aucune excuse possible. Il n'y a pas de moyens, ça c'est sûr. Mais en même temps, on pouvait empêcher ça. Bruno Le Maire met en garde. Il dit que la révolte actuelle pourrait devenir révolution. Vous partagez cette crainte ? Il a signé une tribune dans le Figaro. Non, je ne partage pas. On n'est pas dans une situation révolutionnaire. Je pense qu'on peut aller dans une situation révolutionnaire vu ce qui se passe sur le plan des finances publiques. Allez voir ce site qui s'appelle... horloge de la dette publique, par exemple, vous aurez le vertige. Vous voyez, ça va très vite. Et puis on ne voit pas tellement la solution. Et puis la charge de la dette, uniquement les intérêts de la dette, ce sera 147 milliards à payer en 2032. Mais comment on va faire ? Et que personne n'en parle. Vous voyez, ce qui est quand même quelque chose d'effrayant, parce que on a l'impression qu'on ne veut pas voir ça. Mais c'est un sujet. Et ça... Si un jour nous avons une crise financière, je veux dire avant la présidentielle, ce sera vraisemblablement après, mais si nous avons une crise financière, vous verrez qu'à ce moment-là, la situation peut devenir révolutionnaire, puisque en Grèce, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu une crise financière du même genre que celle qu'on pourrait connaître, les Grecs sont devenus fous. Et je pense que les Français aussi pourraient devenir fous. Vous pensez qu'on pourrait s'en sortir sans crise ? Ah oui, oui. Mais il faut des responsables politiques. Les Français n'attendent pas la crise en réalité ? Non. Qu'on soit au pied du mur et que les Français... le FMI nous dise on n'a plus d'argent ? Écoutez, il y a notre meilleur sociologue, Jérôme Fourquet, il dit très bien les choses. Les Français, ils sont un peu éloignés de la politique. D'ailleurs, on ne parle pas plus politique à table, et puis on fait le barbecue le week-end, et puis... Non, on ne parle pas politique. C'est un peu ça, aujourd'hui, la France. On voit très bien dans nos familles, parce qu'on n'a pas envie, ça nous fait trop de peine, etc. Mais tout ça peut changer. C'est-à-dire, vous savez, la politique, ça peut changer du jour au lendemain, quand vous avez des personnes... Moi, je vois le Royaume-Uni qui était un pays foutu, avec le Premier ministre l'idiot du village, quoi, qu'ils ont mis là, Keir Starmer, travailliste, imbécile, je veux dire, complètement à côté de la plaque.
et qui fait rien, il perd toutes les élections, mais il se maintient. Enfin, ça ressemble un peu à ce qu'on peut connaître en France, mais en pire. Hein, bon. Et ce pays va à volo. Brusquement, il y a une figure nigériane, d'ailleurs, d'origine nigériane, Kim Badnoch, qui, comment dire, chef du parti conservateur, qui prend le dessus. Vous voyez, parce que l'avenir du Royaume-Uni, personne ne pense que ce sera Nigel Farage, parce que c'est un, comment dire, c'est l'auteur du Frexit, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Et cette femme, elle défend, oui, c'est une Nigériane britannique, enfin, elle est d'origine nigériane, mais elle défend les valeurs, elle défend l'Europe, elle lutte contre l'antisémitisme, contre le wokisme, etc. Elle le faisait depuis longtemps, mais là, brusquement, tout le monde l'écoute. Et donc, c'est ce qui peut arriver en France à un moment donné. Alors, mais à ce moment-là, il faut parler aux Français. Je vois personne qui parle aux Français, si vous voulez, pour l'instant. On voit bien. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, le cluster du Point là, qui vient de sortir, le sondage, il donne une espèce de bloc de droite. Vous avez en tête, évidemment, Bardella, et puis en 2, Marine Le Pen, et en 3, Éric Ciotti, et puis ensuite, je ne sais plus qui d'ailleurs, Marion Maréchal, et puis tout près d'ailleurs, Jean-Philippe Tanguy. On voit très bien que les Français vont... Pour l'instant, à droite toute. C'est la droite de droite. Mais, la droite de droite. Mais en même temps, on est à un an. Et moi, je me méfie toujours, en tant que journaliste blanchi sur le harnais, je me méfie toujours des sondages un an avant, parce qu'en général, les Français... Mais oublions les personnes. C'est quand même un message politique. Ah, le message politique, c'est la France est à droite. La France est à droite, ses institutions ne sont pas toujours à droite, il suffit de voir le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, etc. Mais la France, aujourd'hui, est à droite toute, ça c'est clair. Mais après, il faut que se dégage quelqu'un qui parle. Ils disent les choses. Pour l'instant, c'est pas le cas. La campagne n'a pas commencé non plus. Et puis cette personne, peut-être qu'on la connaît pas. Peut-être brusquement, les Français vont s'amouracher de David Lisnard, ou voir arriver Robert Ménard ou un autre, ou je ne sais qui, et brusquement tout peut... Et puis ce sera peut-être d'ailleurs une figure venue de la gauche, social-démocrate, c'est possible aussi, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, Édouard Philippe n'imprime pas. Il n'imprime pas, ça c'est clair. Et puis Gabriel Attal, je pense qu'il aura du mal. Parce que d'ailleurs, on ne voit pas comment d'anciens premiers ministres de Macron pourraient devenir président de la République. Je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose qui cloche là. Hein, un ministre de premier plan disait en off qu'il est loin d'être impossible que Marine Le Pen ne puisse se présenter. Il est donc possible qu'elle puisse se présenter. Qui a le plus de chances, selon vous, si Marine Le Pen peut se présenter, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ? C'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, les sondages, évidemment, nous disent Bardella. En même temps, Marine Le Pen a beaucoup de métiers. Bon, elle a un programme un peu à côté de la plaque, notamment la retraite à 60 ans. Je pense qu'elle essaie de le cacher de plus en plus, mais il faudra vraiment qu'elle rompe avec tout ça. Bon, elle a des gens proches d'elle, Jean-Philippe Tanguy, qui ont dit des choses très justes sur le budget, par exemple. Il dit, Jean-Philippe Tanguy, je l'ai entendu, et je pense qu'il est allé avoir l'accord au sommet pour dire ça, parce que c'était très fort, qu'il était pour l'idée de, vous savez, de la règle d'or des 3%, ne pas avoir un déficit budgétaire qui dépasse les 3%. C'est vraiment une très bonne mesure, pour une raison très simple. Une grande partie de la classe politique, notamment à gauche, mais à droite aussi, n'a pas compris que quand on augmente sans arrêt les dépenses et qu'on a un déficit budgétaire qui est plus de 3%, on n'a pas de croissance. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui en France. On est au bord de la récession, avec évidemment un déficit budgétaire. Mais si on veut si on veut que ce pays redevienne prospère, il faut surtout essayer de gérer bien les finances publiques. Et les 3%, c'est pas une règle de l'Europe, etc. Tous les économistes, il suffit de lire n'importe quel manuel d'économie, vous expliquent très bien comment on ne peut, faire progresser un pays économiquement que si vous limitez au maximum le déficit budgétaire. D'ailleurs, regardez l'extraordinaire période de De Gaulle, il faut toujours revenir là-dessus, 1958, le plan de déstabilisation du général De Gaulle, et puis
pas de déficit budgétaire du tout. Alors lui, c'est pas la règle des 3%, c'est 0%, pas de déficit budgétaire. Et qu'est-ce qui se passe après? 5% de croissance, 6% de croissance. On a une croissance à ce moment-là, la chinoise en France pendant 10 ans. Ça n'a pas empêché mai 68, d'ailleurs. Mais bon, les Français... C'est pas un autre sujet que l'économie, peut-être. Mais en même temps, ça a été une explosion économique et tout le monde regardait la France en disant c'est formidable. Il disait d'ailleurs... Macron aurait dû en prendre de la graine ou devrait peut-être... Mais il faut du courage pour dire aux Français ça va être compliqué, il va falloir travailler un petit peu plus. Il y a des Français qui ne travaillent pas, qui vont devoir se mettre au travail. Il y a des Français qui travaillent, qui vont devoir travailler un petit peu plus. Il y a l'âge de la retraite qui va devoir être repoussé. Il y a l'âge d'entrée dans le travail qui va devoir être peut-être un petit peu avancé. On va peut-être être un petit peu moins bien remboursé. Ça sera compliqué, mais on va y arriver. Mais c'est un message qui, pour l'instant, n'imprime pas auprès des Français. Qu'est-ce que vous attendez pour faire de la politique des arts. Mais c'est ça qu'il faut dire. Mais évidemment, mais il faut dire aussi aux Français l'avenir peut être beau, mais il va falloir augmenter leur pouvoir d'achat. Que l'idée derrière tout ça, c'est de rendre la France plus prospère et donc les Français plus prospères et une France donc qui sera plus écoutée, où les trains enfin arriveront à l'heure et où il n'y aura pas des histoires affreuses comme celle de l'IANA, qui est quand même une honte pour la société. François-Olivier Gisbert, invité de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais vous entendre sur cette information. L'Arcom, le gendarme des médias, a mis en demeure Radio France, car Radio France, les radios de Radio France, passaient 60 à 70% du temps de parole du Rassemblement national entre minuit et 6 heures. Ils ont dit qu'ils s'en étaient aperçus très tardivement, qu'il y avait un problème de logiciel, qui ne faisait pas la différence entre le jour et la nuit. Bon, ça semblait déranger personne, ceci dit, Personne s'en était aperçu, ça semblait n'embêter personne. Quel est votre regard là-dessus ? L'Arcom, comme la plupart des grandes institutions de ce pays, a tout laissé pisser depuis des années. Elle a laissé pisser le mérinos, comme on dit dans nos campagnes. Bon. Et vous vous souvenez quand même de la campagne de la NUPES, c'était aux élections législatives de 2022, où ils avaient, toutes les antennes, je crois, c'était du l'ordre de 70%. J'ai vu dans les études, d'ailleurs, que CNews s'en sortait bien, d'ailleurs. Il y avait un équilibre. Mais on ne peut pas dire que c'était ça sur les autres chaînes. Je ne vais pas les citer toutes, mais c'est notamment dans le service public. On avait 70%... CNews respecte la règle au cordeau et à la seconde. On avait 70% de temps de parole pour LFI, le PS, et surtout pour ce qu'on appelait la NUPES, l'extrême gauche, et leurs alliés. Bon... L'Arcom n'a rien dit, rien du tout. Pendant la campagne des législatives, ils auraient dû regarder le temps de parole. Là, je trouve que c'est un tournant et je crois qu'il faut le saluer. C'est-à-dire moi qui étais un grand contempteur de l'Arcom depuis toujours, je n'ai jamais hésité à critiquer. Là, je dis, ils commencent à faire leur boulot, c'est bien. François-Olivier Gisbert, je voulais vous entendre également sur Emmanuel Macron qui a déclaré après les violences suite à la finale de la Ligue des Champions qu'on serait intraitable avec les casseurs. Il n'en a rien été, 890 personnes interpellées et quelques personnes ont été placées derrière les barreaux, mais c'est infinitésimal. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Et est-ce que vous craignez de nouvelles violences avec la Coupe du Monde ? Bien sûr, évidemment. Mais si vous voulez, c'est le problème d'Emmanuel Macron, il ne reprend pas. Il dit à chaque fois, nous serons intraitables. Mais, évidemment, ça devient comique. De ce point de vue, il ressemble beaucoup à Keir Starmer, d'ailleurs, son voisin ridicule de l'autre côté de la Manche. Évidemment, ou je ne sais pas, ou prendre un peu de hauteur, mais le vrai sujet... Alors, il y a évidemment les magistrats. Il y a le syndicat de la magistrature, très puissant dans le monde des magistrats, très très puissant, et puis d'autres aussi, plus ou moins associés, qui font que vous avez un courant d'extrême gauche très puissant dans la magistrature. C'est clair, vous avez la même chose dans la presse, on ne va pas se cacher. Derrière notre petit doigt, il y a des métiers qui sont vraiment, je dirais presque, contrôlés par l'extrême gauche. Donc il y a l'idée, évidemment, les casseurs sont des victimes. Ça, c'est clair chez un certain nombre de juges. Il y a des médias contrôlés par l'extrême gauche, mais il y a tous les journalistes pas d'extrême gauche, évidemment. Je suis d'accord. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, il y a quand même des métiers où vous avez plus d'extrême gauche qu'ailleurs. Et l'idée que tous les casseurs sont des victimes, je dirais, c'est pas seulement le sujet. Il y a un autre sujet. C'est que moi, je me mets aussi à la place des magistrats. Parce que les magistrats, ils sont pas tous d'extrême gauche, ceux qui ont pris des décisions comme ça.
c'est que vous avez un problème de surpopulation carcérale. Nous avons 90 000 détenus et nous manquons de place à tous les niveaux. Vous savez que dans 30 maisons d'arrêt, dans 30 maisons d'arrêt, vous avez une surpopulation carcérale égale ou supérieure à 200%. C'est-à-dire, on ne peut pas... Je veux dire, là aussi, c'est un vrai sujet. Bon, chaque fois qu'il y a un nouveau président, il dit toujours qu'il va faire la simplification bureaucratique, tout va bien se passer. Et puis, il dit aussi qu'il va construire des places de prison. On attend toujours. Mais ça, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que vous êtes magistrat, est-ce que vous allez envoyer ces gens dans... Alors qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, voilà. Franz-Olivier Gisbert, les obsèques de Bernadette Chirac seront célébrées cet après-midi à Paris. Nicolas Sarkozy rend un très bel hommage à Bernadette Chirac. L'interview par Laurence Ferrari a été enregistrée, sera diffusée à 8h40 ce matin sur CNews et sur Europe 1. Quelle empreinte laissera Bernadette Chirac et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce matin, vous qui l'avez connue? C'est une femme très respectable. Personnellement, j'aimais beaucoup. Elle ne m'aimait pas beaucoup, ce qui est tout à fait normal parce que je suis un journaliste, indépendant, mauvaise langue, etc. Je n'ai pas écrit toujours des choses sympas. Donc, elle m'agressait régulièrement. Mais en même temps, je respectais quelque chose de très fort dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est des gens comme ça qui devraient diriger la France. Elle avait beaucoup de courage. C'était vraiment quelqu'un qui avait du courage, qui avait de la volonté. Et puis, je veux dire, il avait même aussi un sens politique que son mari, d'ailleurs, vantait toujours. Parce que, on a beaucoup parlé de leur relation, mais c'est un couple quand même très lié. Parce que moi, j'ai assez vu Chirac, quand vous suiviez Chirac, par exemple, il l'appelait quand même très régulièrement. Quand elle appelait, et il la prenait tout de suite au téléphone. Et c'était une tête politique. Et je vais vous raconter une histoire, d'ailleurs, c'est lié tout à fait à Sarkozy. Elle m'avait dit, après... l'histoire Balladur, Édouard Balladur, donc, qui était proche de Chirac, qui avait complètement trahi Chirac dans la période quand il était Premier ministre, en 93 et 95. Il avait été soutenu à l'époque par Sarkozy. Et Chirac avait décidé, de plus rien faire avec ces gens-là. Et un jour, je me souviens, j'avais croisé, je ne sais plus où, elle m'avait dit... Dites, vous qui avez de l'influence sur votre mari, sur mon mari, je veux dire, vous rigolez, j'ai aucune influence sur lui. Vous devriez quand même lui dire, il faut travailler avec Sarkozy. Elle avait dit à l'époque, elle disait des choses horribles sur Sarkozy, au moment où Sarkozy était avec Balladur, parce que c'était, un des féaux de Balladur à l'époque. Elle disait des choses horribles. Et là, elle disait, il faut qu'il revienne, il faut travailler avec lui, parce qu'elle disait c'est le meilleur. Donc, vous voyez, il y avait toujours chez elle, c'était une tête politique. Tête politique. Ouais, merci beaucoup. Merci Franz-Olivier Merci à vous, Romain Desarmes. Et donc cette interview de Nicolas Sarkozy par Laurence Ferrari à 8h40 sur CNews et Europe 1. Merci à vous, Franz-Olivier Gisbert.